Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. 6 otages, dont 2 ressortissants français, ont été libérés par la police le jeudi 4 août lors d'une opération menée à Terre Blanche, commune de la Croix-des-Bouquets, dont le fief de l'ancien chef de gang, collègue, tué récemment lors des échanges de tirs avec la police. Le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Eric Stromae, multiplie les rencontres avec des membres du gouvernement haïtien. Après avoir rencontré le ministre du Commerce, le diplomate s'est entretenu avec celui de l'Intérieur ce vendredi. Et puis, une vive tension a régné ce vendredi à Pétionville. Des professeurs affectés à la correction des examens du baccalauréat ont manifesté pour exiger la libération de leurs collègues, Morose Basile, enlevé mercredi. La police a mené le jeudi 4 août une opération à Terre Blanche, commune de la Croix-des-Bouquets, dans le fief de l'ancien chef de gang collègue tué récemment lors des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. 6 otages, dont 2 ressortissants français, ont été libérés lors de cette opération. Ces personnes étaient séquestrées dans une maison appartenant à l'ancien puissant chef de gang collègue, qui était aussi un ancien membre influent de l'organisation criminelle 400 Marozo. Selon la police, les opérations visant le démantèlement définitif des réseaux de gangs opérant dans les quartiers de la Croix-des-Bouquets et de la zone métropolitaine de Port-au-Prince vont se poursuivre. Des professeurs affectés à la correction des examens du baccalauréat ont manifesté dans plusieurs rues de la commune de Pétionville ce vendredi. Ils exigeaient la libération de Morose Basile, un de leurs collègues kidnappé mercredi. Ils ont décidé de stopper toute correction des épreuves pour le moment. Ces professeurs et les autres citoyens qui ont participé à ce mouvement appellent les autorités à résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Si Morose pas libéré, donc c'est sûr que la correction ne va pas continuer. Donc, nous campons cette correction-là jusqu'à ce que nous libérions le professeur physique. Une fois que nous libérons, donc la correction va prendre normalement. Si vous ne pas libérer, nous demandons à toute correction dans tout département. Et le département doit stagner dans le campé. Et nous demandons à tous les parents et élèves NS4 pour capable comment mobiliser pour ne pas avoir de faux résultats. Parce que la correction campée, jusqu'à nouvel ordre. Ils ont libéré le professeur Morose. Et qu'on y a la même, nous tout à tourner dans la salle, nous allons continuer à corriger. Et donc, Michel Abretel ils ont kidnappé. Depuis, il y a Mathia, il y a Michel. Donc, il y a pas de pile pour Morose. Nous ne pouvons rien demander la libération Morose sans condition. Si on va nous Morose, il y a la continuer correction. Et demander tout correcteur dans l'autre département, centre, sud, nord, la Tibonite, pour camper correction jusqu'à ce qu'on libère Morose. Comment on comprendre? Nous, sommes professeurs. Il y a 37 000 gouttes pour correction. Et puis 37 000 gouttes, ça a kidnappé pour confrères nous. Il y a pas de 400 000, 500 000 professeurs qu'on y est comme. Rencontre du chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Eric Stromae, avec les autorités haïtiennes. Après ces échanges jeudi avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, le diplomate s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Lit Kittel, ce vendredi. Ces discussions ont porté notamment sur la sécurité intérieure, le contrôle frontalier et la gestion des collectivités territoriales. La distribution de la gasoline dans les différentes stations-service de la capitale a provoqué des embouteillages monstres et des dérapages dans certains endroits. Des agents de la PNH tentent de sécuriser les pompes à essence qui livrent des produits pétroliers, mais c'était sans succès. Un peu partout dans la capitale, la distribution de l'essence n'est pas sans conséquence sur la vie quotidienne du citoyen de base. Au niveau de la circulation, elle crée un embouteillage monstre en raison de l'indiscipline des automobilistes. L'espace des stations est insuffisant pour accueillir le nombre de clients voulant être satisfaits simultanément. Entre colère, frustration et bousculade, la distribution s'effectue, les pompistes sont dépassés par les événements, les superviseurs sont obligés d'éteindre les pompes afin de dégager l'espace,
une stratégie qui n'est pas toujours efficace. En guise de réaction, des citoyens en colère n'hésitent pas à ériger des barricades en signe de protestation. Pas plus tard que ce jeudi dans l'après-midi, une vive tension a régné à Delmar. La pénurie de ce produit transversal a aussi un impact sur les entreprises ou les institutions. Les restaurants en paient le prix fort alors que les autorités compétentes restent en mode silence. Depuis des mois, le problème persiste et le pire, estiment certains, c'est que cette situation est en passe de devenir la norme. Des citoyens se réveillent à 3 heures du matin pour partir à la recherche de carburant, d'autres ne sortent jamais sans un bidon jaune, l'obligation de donner 250 gourdes aux pompistes pour le remplir, les récipients pleins d'essence disponibles à côté des pompes qui, de leur côté, sont à sec. Du simple citoyen jusqu'aux agents de la PNH ou aux plus hautes autorités de l'État, chacun a besoin de carburant. Qui plus est, des stations de service qui n'ont plus du diesel restent fermées pour éviter des attroupements. Parfois, des agents de la PNH viennent prêter main forte, mais face à des personnes aussi menaçantes, nombre d'entre eux se contentent d'empêcher des dérapages. Voilà en quelque sorte l'impact de cette pénurie de gasoline. Mais elle n'empêche pas la vie de se poursuivre. De grands mouvements de protestation ont eu lieu, se rappelle-t-on, sous l'administration du président assassiné à cause de cette situation similaire. Aujourd'hui, les partis politiques se taisent. Pourquoi? C'est la grande question et nul ne sait. Entre-temps, il est clair que pour trouver une station de service approvisionnée et en même temps y faire le plein, il faut disposer au moins d'une journée et surtout avoir encore du carburant. Elissi Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'enfer au paradis est le titre du nouveau livre du journaliste Jackson Joseph. Il s'agit d'un ouvrage qui fait le procès de la réalité actuelle du pays en proie à l'insécurité selon le confrère. Suivez ses explications. Je suis dans l'approche où Haïti en elle-même c'est un paradis. Paradis en termes d'espace géographique, paradis en termes de ce que nous représentons comme équilibre. Maintenant, il y a des gens qui vont peut-être considérer aussi, quand je parle de paradis, qui vont voir Haïti sur le plan historique. Haïti sur le plan historique, ce n'est pas un paradis. Maintenant, quand je parle d'Haïti paradis, je parle d'Haïti paradis dans ce que nous avons, ce dont nous jouissons comme système, par exemple, comme équilibre. Au regard d'aujourd'hui, nous sommes en été, moi je rappelle toujours ça, il fait chaud chez nous, d'accord ? Mais regarde ce qui se passe en Europe, en Occident aujourd'hui, on parle aux de États-Unis. Canicule. C'est situation caniculaire qui tue des gens, qui cause le déplacement de milliers de gens. Non seulement il y a les effets du changement climatique, évidemment, qui augmentent cela, mais il y a aussi que la canicule, ça tue en Europe, aux États-Unis. Et en Haïti, il fait chaud, Wendell. Tu n'as pas entendu des gens mourir de chaleur dans ce pays. Mais il y a aussi le côté opposé, le froid. Quand il fait froid, par exemple en Haïti, il n'y a personne qui meurt de froid, alors que ça se passe dans les pays de l'Occident, aux États-Unis, etc. Mais maintenant, Haïti paradis, pour moi, c'est Haïti de Somaturine, par exemple. C'est à Haïti de la Badi. Quand il n'y a pas de communication entre les villes de province, les sections communales, etc., et les villes de province avec Port-au-Prince, donc le pays est bloqué d'une manière générale. Ce sont tous les Haïtiens qui en pâtissent. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enfer, c'est non seulement la corruption qui est une constante historique de l'État haïtien, mais c'est aussi l'irresponsabilité de l'État dans sa constance, mais des autorités, des dirigeants que nous avons aujourd'hui dans le pays. C'est des gens qui sont là, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font. Et eux-mêmes se posent cette question, j'ai l'impression. Mais maintenant, et l'enfer aussi, c'est le kidnapping aujourd'hui qui nous fait peur, qui nous terrorise. C'est l'insécurité généralisée. Mais j'appelle aussi l'enfer l'irresponsabilité, j'appelle aussi l'enfer la passivité. Notre passivité, la passivité des citoyens, de la population haïtienne d'une manière générale, qui s'adapte avec tout ce à quoi il fait face. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. À très bientôt.